Moi, je fonctionne avec trois parties. Première partie, déjà, je suis en mode panoramique, c'est-à-dire surtout quand ce sont des images qui sont difficilement soutenables, quand c'est tout simplement le chaos. C'est une situation qui est brutale, qui est soudaine, avec un afflux de victimes, avec une perception une amplitude de certains événements qui peuvent fausser aussi la compréhension. C'est-à-dire que la partie visible, c'est pas forcément le cœur du problème. Éviter d'être, si je prends le cas d'un feu, d'être obnubilé par les flammes qui sortent de 4 fenêtres embrasées sur une façade de rue, alors que derrière, c'est l'ensemble de la façade qui est embrasée. C'est-à-dire se focaliser sur, comme un devoir de Sciences Po, comme un devoir à l'école de guerre. C'est-à-dire, il faut regarder un peu ce qu'il peut y avoir derrière. Donc là, ça force à une vision panoramique et puis donc très technicienne, très aseptisée. Et en même temps, c'est aussi un moyen de protection. Parce que quand il y a des scènes avec des victimes, des gens en train de mourir, etc., qui appellent à l'aide et on ne peut pas toujours sauver tout le monde, ça évite de croiser des regards, ça évite d'entendre des cris toutes les nuits après et ça évite d'être pollué, entre guillemets, par des odeurs de chair brûlée, etc. Donc ça, c'est un moyen de protection, mais aussi un moyen de compréhension, à la fois une appréhension globale et la saisie au passage de détails. Alors ça, il y a beaucoup d'expériences, des détails qui peuvent compter. Donc, et cette première phase, c'est de ce que je comprends comme première impression, en prenant garde à ne pas se focaliser sur un aspect visible de l'expression du sinistre, du chaos, je vais essayer de déterminer ce que j'appelle les critères dimensionnants. C'est-à-dire des critères qui sont propres à la résolution de cette crise, et si on les respecte, si on en tient compte tout au moins dans la réflexion, on évitera d'une part de se mettre dans une impasse au départ de l'opération, et ensuite peut-être de vaincre ce qui peut sembler être un impossible opérationnel. Ça, c'est la première phase. C'est la phase où on est vraiment actif parce qu'on doit sélectionner un flot d'informations, ne pas être saturé, mais avoir une réflexion. Donc cette phase-là, ça évite généralement ce qui peut inhiber quand on regarde les échecs de gestion de crise ou ce qui inhibe une prise de décision. Ça commence par un déni, phase de déni de telle ou telle information. Alors ça peut être des crises très violentes sur quelques minutes, comme ça peut être des crises sur plusieurs mois, une crise géopolitique, etc. Et après la phase de déni, il y a la phase de procrastination. C'est-à-dire que on a bien vu que quelque chose était anormal, mais parce qu'on a peur de faire bouger les lignes, parce qu'on sort du dogme tout est sous contrôle, ou que la prise de décision, elle n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un impact peut-être pénal, parce qu'il y a une prise de responsabilité, parce qu'il y a des choix, parce qu'il y a une priorité, et peut-être parce que quand on est dans un système hiérarchique, l'autorité supérieure n'a pas donné de mandat, ou lui-même il ne sait pas trop où il veut aller. Donc on attend. Donc déni, procrastination, l'événement s'aggrave, et après il y a ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire que les choses s'accélèrent, ça se détériore, ça s'aggrave, il y a un flux d'informations et ça commence à saturer le cerveau, les cerveaux. Et comme il n'y a pas un sens qui a été donné au départ de l'action, il y a déjà des fissures dans l'équipe, il y a une incompréhension et tout s'accélère très vite, très vite. Et puis on tombe dans la quatrième phase, qui est la phase de panique. Et ça, c'est propre à l'espèce humaine, parce que quand je décris ça, souvent c'est la résultante des confrontations, des grandes batailles de l'Antiquité. Hannibal, il mène bataille de Cannes, et à chaque fois il vainc et il gagne en massacrant les légions romaines qui cèdent à la panique parce qu'elles sont complètement plantées sur l'intention d'Hannibal, etc. Donc c'est un mécanisme en fait qui est assez traditionnel. Alors, quand on a compris ça, on s'aperçoit que très rapidement, si on a une première compréhension et si on ose l'exprimer, la verbaliser, donner un premier sens à l'action, bénéficier d'une intelligence collective, dans
le civil, le monde civil, l'entreprise, ça s'appelle aussi la co-construction. Le chef donne un premier sens qui, même s'il ne comprend pas tout au départ, et même s'il y a le chaos, le fait qu'il donne un premier sens, premier point, qui réfléchit à voix haute, si possible, sur des critères dimensionnants, et ensuite qui donne un cadre-temps. Le chef qui est capable de prendre l'ascendant sur le temps, c'est-à-dire de donner, c'est tout bête, hein, mais sur un plan tactique, de donner l'heure du prochain briefing, et après qui va scander, c'est-à-dire qui va introduire la gestion du temps dans la résolution de cette crise, avec des effets à obtenir, et qui est capable de problématiser, c'est-à-dire de dire ce qu'il voit, les pièges qu'il a à discerner, etc. Déjà, il va créer une intelligence collective. Et lorsqu'il va donner ses orientations, ses ordres, quand on a un militaire, et qu'il va fixer un point de retour, donc 45 minutes, une heure, une demi-heure, hein, ça dépend de la cinétique de l'événement, mais quand il va récupérer ses échelons subordonnés, ses collaborateurs dans l'entreprise, eux viendront avec une compréhension autre, mais qui va compléter. Et en fait, il y aura déjà des actions qui ont été lancées. C'est-à-dire que le chef, il est moteur, il a mis déjà en dynamique, avec peut-être une première approche nécessairement ou souvent imparfaite et incomplète, mais peu importe. Il a créé un mouvement. Ce qui fait que psychologiquement, face à du chaos, je ne vais pas qu'on prend l'ascendant, mais on a un début de résolution. Alors bien sûr, ça dépend de chaque crise. Une pandémie, c'est sur plusieurs semaines, hein, à savoir si on la jugule ou pas. Une crue, c'est sur plusieurs jours. Un incendie, c'est sur quelques minutes. Une situation de conflit, c'est parfois sur quelques secondes, hein, quand on est sur un plan tactique. Une négociation, ça peut être sur plusieurs jours, etc. Mais au moins, la démarche, elle est structurée. Elle n'est pas complète, mais il faut savoir oser la lancer. Ça ne pas attendre d'avoir l'ensemble des informations. Donc c'est aussi l'acceptation du risque, hein, qui est derrière. C'est une prise de risque. Donc il est important d'avoir une méthode. Alors je reviens à la méthode. Donc la première phase, hein, c'est une approche globale, mais qui en même temps permet de discerner les critères dimensionnants. Après la deuxième étape, pour moi, elle était plutôt rassurante parce que c'est la phase réglementaire. C'est-à-dire, sur tel type de crise, quels sont les critères généraux de succès. Donc déjà, parfois on tombe sur un critère d'ailleurs qui est dimensionnant, hein, qui est le même à celui sur lequel on a réfléchi là, hors cadre au départ de l'action. Et ensuite, on fait tout le contraire. Enfin, moi, je faisais tout le contraire. C'est-à-dire, j'ai une approche rationnelle, j'ai une approche globale, je m'appuie sur le règlement, mais qui n'est pas toujours adapté à un impossible opérationnel. J'ai quand même décidé de critères dimensionnants. Et je fais tout le contraire, c'est-à-dire que je vais laisser parler mon instinct, c'est-à-dire que je vais ouvrir tous les capteurs. Donc là, je vais capter un ensemble d'informations importants, pas longtemps, 1 à 2 minutes. Alors pas longtemps parce que je ne veux pas être bousculé, mais je vais comprendre peut-être des choses où je vais compléter la compréhension que je n'aurais pas vue si j'avais respecté le cadre de réflexion rationnelle. Donc, mais il faut savoir le refermer. Hein. Donc là, c'est toute la part animale en quelque sorte, hein, la part d'instinct. Par rapport à de réflexion, la confrontation, à la première idée de manœuvre, à la première intention, qui résulte des deux approches. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne. Et cette part, elle est assez importante. Et j'avoue qu'elle ne m'a jamais trahi sur tout l'ensemble des opérations. Donc je referme. Et ensuite, la phase suivante, et ça a d'autant plus de sens et de poids et de force quand la crise est rapide et que le cadre de temps est limité, c'est-à-dire je vais lâcher prise. Je vais prendre le temps de m'isoler, 2 à 3 minutes, et 2 à 3 minutes parfois c'est du luxe, et le fait d'accepter de lâcher prise, et de s'isoler et prendre le temps de réfléchir, c'est-à-dire qu'on contrôle ses émotions. Ça donne une grande confiance en soi. Même si tout autour ça peut être le chaos, si les gens courent, etc., ça veut dire qu'on est capable de s'affranchir de ça. Donc ça va nous donner une force incroyable dans la réflexion. Moi, ça me décuple. Hein. Et puis en même temps,
Comme ça découle aussi d'une partie vagabondage, où là, moi, c'est mon mode de fonctionnement, ça me permet de voir les problèmes sous d'autres angles. Un peu lorsqu'on va faire du sport, qu'on court. Moi, je suis surfeur. Hein. Lorsqu'on va affronter la vague, parfois, au-delà de la vague, il y a des problèmes quand on attend la vague, auxquels on réfléchit, des problèmes du quotidien, du boulot, et puis d'un seul coup, on trouve un tas de solutions. Il y a une grande fertilité, hein, une grande imagination créative là, qui se met en branle. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est à la fois une phase rationnelle, une phase où on laisse parler sa partie instinct, une phase où et c'est très ambivalent, mais généralement, après, ça donne une idée de manœuvre qui est à la fois construite sur une approche rationnelle, qui laisse une part d'instinct, mais pas trop, mais qui l'intègre quand même, et après qui permet de problématiser à voix haute, assez calme. Donc on s'engage, c'est-à-dire que les subordonnés, ils voient que le chef, il est capable de verbaliser dans des conditions terribles, d'en extraire une problématique, de donner un premier cap horaire, de donner une première direction. Eux-mêmes vont partir chacun en quelque sorte dans leur compartiment là, de terrain, c'est-à-dire leur espace de manœuvre, avec un début de mission. Et quand ils vont revenir, ils vont amener d'autres éléments de compréhension, où ils vont déjà amener les effets des premières actions. Et là, on lance un mouvement collectif, et on est beaucoup plus fort. Donc c'est le point de départ hein, de toute décision. Je dirais qu'ensuite, les décisions, sur des cas concrets, on arrive à gagner ou à résoudre tout au moins assez rapidement. On peut avoir aussi une succession, c'est le cas de Notre-Dame, d'impossibles opérationnels. C'est-à-dire à chaque fois qu'on règle un problème, qu'on pense l'avoir sous contrôle, arrive un élément aléatoire, mais pas du tout prévu, qui relève de l'improbable d'ailleurs. Et donc il faut se repositionner et relancer. Alors quand on a ça sur une séquence de 2 heures, comme c'était le cas, il faut vraiment un système, enfin le terme est réducteur, mais un système d'hommes et de femmes, de cadres, donc qui sont capables de comprendre l'esprit de la mission, c'est-à-dire pas forcément l'application à la lettre, mais l'esprit là où le chef il veut aller, qui sont capables parfois de s'affranchir du règlement, mais en identifiant le risque, en acceptant le risque et en prenant des dispositions qui permettent de réduire le risque, en faisant pas n'importe quoi. Donc ça permet de se dépasser et ça permet d'aller dans des situations qui sont des cas non conformes et sur lesquels tout règlement à l'application stricte aboutit à l'échec. Voilà. En quelques mots.